Salut à tous. La guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit toujours, mais derrière les grands titres, plusieurs développements importants méritent une attention particulière. Le premier concerne l'escalade continue de l'Union européenne en matière de sanctions et de soutien financier à l'Ukraine. L'Union européenne a déjà lancé un autre train de sanctions contre la Russie, apparemment le 20, tout en essayant d'en préparer encore un autre, le 20 et 1. À ce stade, il est difficile d'éviter la conclusion que les dirigeants européens ne tirent tout simplement aucune leçon du fait que ces sanctions n'ont pas changé le résultat qu'ils prétendaient vouloir obtenir. Ils continuent d'utiliser le même instrument, encore et encore. Un slogan répété assez souvent peut finir par passer pour une stratégie en conférence de presse, surtout quand les caméras tournent encore. Dans le même temps, l'Union européenne a aussi approuvé un prêt de 90 milliards de dollars à l'Ukraine, après que Viktor Orban eut été défait politiquement sur cette question. Ursula von der Leyen a présenté cela comme une grande réussite. Le message était qu'au printemps, l'Union européenne avait promis de livrer à l'Ukraine le prêt de 90 milliards d'euros d'une façon ou d'une autre, et qu'elle avait maintenant tenu cette promesse. La première tranche de 45 milliards d'euros pour 2026 serait versée ce trimestre, avec un tiers pour les besoins budgétaires et 2 tiers destinés à la défense de l'Ukraine. Le premier programme de défense porterait sur les drones de l'Ukraine vers l'Ukraine pour une valeur d'environ 6 milliards d'euros. Le message officiel était clair, l'Europe continuerait de soutenir le peuple ukrainien et ses forces armées. Mais du point de vue financier, cela soulève une question beaucoup plus sérieuse. En raison des actions dans le Golfe Persique, les prix du pétrole augmentent déjà pour tout le monde. La Russie pourrait potentiellement interrompre ce qu'elle avait au Kazakhstan, ce qui rendrait la situation encore plus problématique. Alors, où l'Europe va-t-elle trouver cet argent ? La réponse la plus probable, c'est qu'ils trouveront une façon d'en imprimer. Reste à savoir si cet argent vaudra encore grand-chose, surtout si les choses évoluent dans la direction qu'elles semblent prendre aux États-Unis dans un avenir proche. Ray Dalio a lancé des avertissements à ce sujet. Même Jamie Dimon admet enfin que le marché obligataire court maintenant un risque majeur de s'enflammer, dans le sens où les rendements pourraient devenir impossibles à payer. Toutes ces pressions sont en train de converger, mais dans l'école économique proche de Trump, on peut toujours rebaptiser l'alarme incendie confiance des marchés avant le prochain rassemblement. Il est aussi important de se rappeler qui est Ursula von der Leyen et d'où elle vient politiquement. Elle a été secrétaire ou ministre de la Défense en Allemagne. L'une de ses grandes contributions à ce poste a été de dire aux fabricants de véhicules blindés de combat qu'ils devaient adapter les sièges à l'intérieur de ces véhicules. On parle ici des Marder, des Puma et d'autres types d'équipements adaptés pour accueillir des femmes allemandes enceintes afin qu'elles puissent partir au combat. La dernière chose que quiconque devrait souhaiter, s'il avait une fille enceinte, serait de la placer dans un véhicule blindé de combat et de l'envoyer au front. Mais cela donne une idée du niveau de folie en jeu. En plus de cela, Ursula von der Leyen vient de l'État allemand, qui est maintenant systématiquement désindustrialisé. Tout cela à cause de la campagne de haine contre la Russie qu'elle et d'autres ont contribué à lancer. L'Europe, malheureusement, est un continent aux longues mémoires. Les gens peuvent être convaincus de choses qui ne sont pas vraies en se fondant sur des événements survenus il y a 80 ou 85 ans. Essayer d'expliquer que les Russes d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les troupes soviétiques qui ont violé des millions de femmes et tué des millions de personnes en avançant vers l'Europe ne résonne pas vraiment chez beaucoup de gens. Ils ne comprennent pas la différence. Ils ne comprennent pas à quel point la Russie d'aujourd'hui est profondément différente. Des dirigeants comme cela sont donc devenus des joueurs de flûte de Hamelin qui mènent des populations entières tout droit en enfer. L'Allemagne en particulier devra se réveiller. La bonne nouvelle, c'est que l'alternative pour l'Allemagne a maintenant remporté un énorme succès dans les urnes avec 28% des voix. Aux États-Unis, certains pourraient regarder ce chiffre et dire que c'est pas beaucoup. Mais ce serait passé à côté de l'essentiel. Quand on tient compte de la multiplicité des partis en Allemagne et des pourcentages détenus par les autres formations, l'alternative pour l'Allemagne, selon toute norme normale, devrait jouer un rôle dans le gouvernement allemand. Bien sûr, Ursula von der Leyen et ses alliés politiques se jetteront devant la locomotive lancée à pleine vitesse, si nécessaire, pour empêcher cela de se produire. Dieu nous garde que l'alternative pour l'Allemagne puisse expulser la plupart des migrants arrivés en Allemagne depuis 2015 sous Merkel. Et pourtant, c'est quelque chose qui est désespérément nécessaire non seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. La question maintenant est de savoir ce qui va se passer ensuite. Si l'alternative pour l'Allemagne est exclue de tout futur gouvernement, l'Allemagne pourrait ne plus durer très longtemps comme véritable république. Il pourrait y avoir des soulèvements en Allemagne. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le président Poutine a fait preuve d'autant de retenue. Il préférerait que les Européens finissent par conclure qu'il n'est pas l'ennemi. Mais la seule façon pour que cela se produise est de retirer du pouvoir les mondialistes, les atlantistes et les internationalistes qui veulent détruire l'Europe.
Cela ne s'est pas encore produit, mais l'Europe se rapproche, peut être de ce moment. Voilà la bonne nouvelle. Vient ensuite l'autre moitié de l'équation, savoir si ce prêt de 90 milliards de dollars changera vraiment quelque chose pour l'Ukraine. Va-t-il permettre à l'Ukraine de continuer à se battre? Va-t-il donner à Kiev un certain espoir que les choses pourraient, d'une manière ou d'une autre, se retourner à l'avenir? Ces drones dont parle Ursula von der Leyen vont-ils modifier l'équilibre des forces entre la Russie et l'Ukraine? La réponse est non. La première chose dont il faut tenir compte, c'est que 50% de cet argent finira probablement dans des comptes offshore appartenant à Zelensky et à d'autres membres de son gouvernement, y compris de nombreuses personnes au Parlement, des officiers supérieurs et des diplomates, qui ont tous volé tout ce sur quoi ils pouvaient mettre la main. Voilà la première réalité. La corruption est toujours condamnée à grands cris, sauf lorsqu'on peut l'envelopper dans le bon drapeau et la vendre comme de la passion stratégique. Quant au reste, peut être qu'une partie des 45 autres milliards finira par se retrouver dans la défense du pays. L'Ukraine recevra probablement davantage d'aide pour les drones, et les drones ont certainement causé beaucoup de dégâts. C'est là que réside la difficulté actuelle. Les Ukrainiens ont réussi à lancer un drone qu'on les a aidés à construire. Ils ne fabriquent pas tout eux-mêmes. Ils ne produisent pas eux-mêmes tous les composants. Ces composants viennent de pays comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et d'autres, puis l'Ukraine les assemble. Ils ont réussi à en lancer un sur environ plus de 1000 milles jusqu'à la partie nord de la mer Caspienne. Ce genre d'action a rendu la population russe furieuse. Tout comme l'Occident a réussi à radicaliser les Iraniens et la jeunesse iranienne, les Ukrainiens ne semblent pas réaliser à quel point les gens en Russie veulent maintenant que Poutine prélève plus qu'une simple livre de chair. Ils veulent qu'il avance et qu'il écrase l'Ukraine. Poutine ne le fera peu, peut-être pas immédiatement. Il veut probablement éviter cela pour les raisons déjà exposées, car il existe encore une bonne chance que les choses changent en Europe occidentale dans un avenir proche, mais il est un être humain. Même s'il bénéficie actuellement d'environ 72 à 75% d'appui dans les sondages, bien mieux que n'importe quel dirigeant en Europe occidentale et certainement bien mieux que Donald Trump, il ne peut pas faire la sourde oreille face à la population russe. Et voilà la partie embarrassante pour le camp Trump. Les chiffres d'approbation ne deviennent pas plus solides simplement parce qu'ils sont tapés en lettres majuscules. Contrairement à ce qui est souvent rapporté en Occident, les Russes ne subissent pas de lourdes pertes de leur côté. La Russie est également dans une position où elle pourrait prendre Odessa très rapidement. Dans les conseils de guerre de Poutine, il a presque certainement été souligné que la manière la plus rapide de mettre fin à ce désastre appelé Ukraine serait de prendre Odessa. Cela couperait l'Ukraine de la mer. Elle deviendrait enclavée, entièrement dépendante de ce qui lui parvient par la Pologne. Cela pourrait se produire et ce serait la première étape vers la dissolution finale de l'Ukraine et la fin de cette guerre. Car une fois Odessa prise, Kiev ne serait pas très difficile à prendre. De plus en plus de Russes en arrivent à la conclusion que cela devra être fait parce que ce régime doit être détruit, sinon il n'y aura pas de paix en Europe. Point final. Voilà la vision de nombreux acteurs du côté russe. Du côté européen, la vision opposée demeure dominante parce que les dirigeants européens s'accrochent encore à des fantasmes selon lesquels quelque chose va changer. L'une des figures qui vit encore à l'intérieur de ce fantasme est le roi de Grande-Bretagne, qui s'est récemment rendu aux États-Unis pour prononcer un discours devant le Congrès américain. Au milieu de ce discours, l'Ukraine est apparue comme une grande ligne d'applaudissements. Le message était encadré par le souvenir du 11 septembre, lorsque l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, avait invoqué l'article 5 pour la première fois et que le Conseil de sécurité des Nations Unies était uni face au terrorisme. L'argument était que l'Amérique et la Grande-Bretagne avaient répondu ensemble à l'appel, comme leur peuple l'avait fait depuis plus d'un siècle, épaule contre épaule pendant 2 guerres mondiales, la guerre froide, l'Afghanistan et d'autres moments qui ont défini leur sécurité commune, puis est venue la conclusion familière. Cette même résolution inébranlable serait maintenant nécessaire pour défendre l'Ukraine et son peuple courageux, afin d'obtenir ce qui a été appelé une paix véritablement juste et durable. Cette formule, une paix véritablement juste et durable, ressemble presque exactement à la formule favorite de Keir Starmer. Elle montre à quel point ces gens sont déconnectés de la réalité. C'est le genre de phrase qui sonne assez cher pour survivre au contact avec l'absence totale de plan. Ils sont absolument et complètement déconnectés. À moins que le roi Charles III quitte ses fonctions dans un avenir proche, on pourrait même voir la fin de sa dynastie. C'est la partie triste. La Grande-Bretagne semble maintenant avoir besoin d'un changement dynastique. Les taux d'approbation de Keir Starmer se situent dans le bas de la trentaine. Ceux du roi sont peu, être au même niveau. Il n'est pas du tout pris au sérieux. Sa mère était tenue en très haute estime et inspirait un immense respect. Lui, non. Peut-être que cela pourrait changer avec l'accession de William au trône, mais au fond, cette rhétorique est un pur non-sens.
Ce qui est troublant, c'est que tous les suspects habituels, démocrates et républicains confondus, se sont levés pour applaudir cette stupidité. À Washington, les applaudissements bipartites signifient souvent que personne n'a vérifié où se trouvait la porte de sortie. S'ils ne font pas attention, ils finiront par obtenir ce qu'ils veulent. Ils semblent vouloir une guerre mondiale dans laquelle ils combattraient tout le monde. Et ils pourraient y parvenir parce que de plus en plus de gens veulent combattre les États-Unis. La version pro-Trump appellerait probablement cela effet de levier maximal, jusqu'au moment où la facture arrive. Avec tout le respect nécessaire, la Grande-Bretagne a tout perdu la dernière fois qu'elle a combattu aux côtés des États-Unis dans une guerre mondiale. Elle a perdu sa puissance nationale, elle a perdu son empire. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne n'ajoute presque rien aux capacités et aux forces américaines. C'est triste parce que c'était pas le cas il y a 4-20 ans. Mais à ce stade, si le genre de guerre mondiale qui est maintenant possible se développe réellement, il faudrait pas s'attendre à beaucoup de soutien de qui que ce soit. Tout cela dépend des décisions du président Trump, tout comme la question de savoir si le monde allait ou non entrer en guerre en 1914 dépendait vraiment des décisions prises par le tsar de Russie. Le tsar de Russie a décidé de mobiliser son pays en soutien à la Serbie contre l'Autriche. Cela a déclenché la Première Guerre mondiale. Ce n'était pas nécessaire. La Serbie n'était pas un intérêt stratégique vital pour la Russie. Les Russes auraient pu parler directement aux Autrichiens et tenter de régler cela autrement. Ils auraient pu indiquer très clairement qu'en aucune circonstance, la Russie ne voulait entrer en guerre contre qui que ce soit. Mais le tsar a fait le contraire, parce qu'à l'époque, il était entouré de voix bellicistes qui lui disaient que c'était son chemin vers la grandeur. Nous savons maintenant que c'était son chemin vers la destruction et finalement vers la mort. L'histoire n'est pas subtile lorsque les dirigeants confondent les applaudissements avec la sagesse. La Russie ne s'est rétablie que récemment grâce à Poutine, l'homme que tout le monde en Occident veut détester. Pendant ce temps, l'Ukraine s'améliore avec ses drones à longue portée. Ces drones ont frappé des sites autour d'Iekaterinbourg et plusieurs autres zones sur la côte de la mer Noire. Ils ont touché des infrastructures pétrolières, ce qui commence à provoquer beaucoup d'angoisse et de colère en Russie. Le président Poutine a été forcé d'aborder la situation. La position russe est que le régime de Kiev et ses parrains ont recours à des méthodes ouvertement terroristes. Le raisonnement est clair, l'ennemi est incapable d'arrêter l'avancée des troupes russes le long de la ligne de contact et perd du territoire chaque jour. D'où le recours à la terreur contre les militaires comme contre les civils. L'espoir du point de vue de Kiev est que cela changera quelque chose. Mais du point de vue de Moscou, cela ne changera rien, même si les menaces demeurent réelles. Il existe aussi une dimension politique. En septembre, les citoyens russes éliront les députés de la 9 Douma d'État et de vastes campagnes auront lieu au niveau régional et local. La priorité déclarée de la Russie est la sécurité de tous les participants aux élections. Les candidats, les membres des commissions électorales, les observateurs et les dizaines de millions de personnes qui se rendront dans les bureaux de vote. Cela concerne particulièrement les républiques populaires de Donetsk et de Luhansk, ainsi que les oblasts de Zaporijia et de Kherson. Leurs résidents éliront pour la première fois des députés au niveau fédéral. Du point de vue de Moscou, ceux qui nient au Donbass et à la Novorossia leur droit historique de faire partie de leur patrie, de faire partie de la Russie, tenteront bien sûr de les en empêcher. Poutine ne dit donc pas seulement que la Russie n'est pas en train de perdre cette guerre. Il approfondit aussi l'intégration de ces 4 oblasts à la Russie en permettant à leurs habitants de voter pour des députés à la Douma pour la première fois. Cela a du sens du point de vue russe, parce que ces gens sont des Russes. Et Poutine veut qu'ils votent. Il veut qu'ils aient leur mot à dire sur leur avenir et leur destin. Depuis le tout début, ce conflit portait sur le traitement des Russes en Ukraine. Les Russes en Ukraine ont été réduits à des citoyens de 2e et de 3e classe. Leurs droits ont été violés, ils ont été maltraités, on les forçait, entre guillemets, à s'ukrainiser ou à tout perdre. C'est finalement pour cette raison que les Russes sont intervenus. La guerre qui a suivi est en réalité née à cause de l'Occident. L'Occident l'a encouragé. Les premières négociations à Istanbul auraient pu permettre de mettre fin à la guerre. Mais la Grande-Bretagne a ensuite envoyé son clown en chef, Boris Johnson, et non Boris Helfstein, même si la confusion est compréhensible puisqu'il existe certaines tendances clownesques des deux côtés. Boris Johnson est arrivé et a clairement indiqué que l'Ukraine ne devait pas accepter de règlement. Le message était que l'Ukraine aurait derrière elle toute la puissance et toute la force de l'OTAN et que l'Occident voulait que l'Ukraine se batte. Zelensky a donc accepté cette voie et il l'a suivie depuis, tout en étant largement récompensé pour cela. Rien ne dit diplomatie sérieuse comme transformer une table de paix en tournée promotionnelle pour une guerre sans fin.
Mais son pays est détruit, l'Ukraine compte maintenant entre 18 et 20 millions d'habitants, c'est tout ce qui reste. La plupart des Ukrainiens qui sont partis en Europe ou ailleurs dans le monde n'ont aucune intention de revenir un jour. L'Ukraine est à toute fin pratique un État mort. Poutine n'a pas cherché à créer cela. Cela a été créé par les dirigeants occidentaux lorsque l'Ukraine a été transformée en mandataire pour combattre la Russie. Cela devrait cesser. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que le président Trump se retire de cette affaire. Certains soutenaient au départ RFK Jr. et croyaient savoir ce qu'il aurait fait. Mais il y avait encore l'espoir que Trump mette fin à l'implication américaine dans ce désastre. Cet espoir a vieilli à peu près aussi bien qu'une promesse de campagne laissée sous les projecteurs d'un studio. Au lieu de cela, les États-Unis ont maintenant un président qui communique par une sorte de bande dessinée qu'il crée au milieu de la nuit en envoyant des messages de rage, entre guillemets, ou quelque chose du genre peut être pendant que, comme l'a dit Joe Rogan, il se vaporise de l'autobronzant. C'est pas seulement indigne d'un président, c'est consternant, c'est répugnant. Et cela ne convient à personne qui occupe une fonction aussi élevée. Quand la politique arrive sous forme de performance de minuit, la salle de presse devient un bulletin météo de l'ego. Le président Poutine ne se comporte pas ainsi. Il projette le calme, la certitude, la franchise et l'honnêteté envers sa population. C'est pourquoi il a du soutien. C'est pourquoi les gens croient en lui. Fais attention à ce qu'il dit. Il ne menace pas de faire quelque chose qu'il ne réalisera pas et il préfère ne pas menacer du tout. Il serait nettement préférable que le président des États-Unis se comporte de la même manière, mais c'est pas le cas et c'est dangereux. Si rien n'est fait rapidement et si Trump va de l'avant en élargissant cette guerre par des bombardements et des frappes contre l'Iran pendant plusieurs jours ou semaines de plus, le monde pourrait changer d'une manière que les Américains n'aimeront pas beaucoup. Les États-Unis pourraient devenir le lépreux de ce monde, un pays avec lequel personne ne voudra traiter. Le discours de vente à la Trump appellera peu être cela de la force, mais l'isolement accompagné d'explosions reste de l'isolement. Cela pourrait facilement mener à terme à une guerre dans laquelle tout le monde déciderait que la seule façon d'arrêter les maniaques à Washington est de s'organiser et de les combattre. Que Dieu protège tout le monde si ce jour arrive, parce que non seulement ce serait catastrophique, mais les États-Unis n'ont même plus une armée capable de gérer ce genre de conflit. Le point essentiel est que quelqu'un à la Maison-Blanche, surtout le président Trump, doit comprendre que continuer sur cette voie est suicidaire pour ses propres intérêts, pas seulement pour les intérêts du pays, mais pour les siens. Si c'est tout ce qui lui importe, alors même selon ce critère, il devrait agir et retirer cette question de la table avant qu'il ne soit trop tard. Le seul espoir est qu'ils s'en rendent compte à temps, parce que la voie pour le faire a déjà été tracée. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.